adénocarcinome libercunien. Pourquoi? Parce qu'il reproduit les glandes coliques. Donc, vous savez très bien que sur le plan histologique normal, les glandes du côlon, on les appelle les glandes de Libercune. Donc, quand un adénocarcinome est riche en glandes qui rappellent ces glandes normales du côlon, on l'appelle adénocarcinome de type libercunien. Donc, il y a dans certains cas, comme on a vu tout à l'heure dans les aspects macroscopiques, cet aspect qui est riche en mucus, on le voit aussi sur le microscope. C'est des proliférations qui sont riches en mucosécrétions, qui dissocient les structures glandulaires. Donc là, vous avez des structures glandulaires qui sont dissociées par ces larges plages de mucus. C'est ce qu'on appelle adénocarcinome mucineux ou adénocarcinome colloïde muqueux. Un autre aspect, c'est l'aspect de la lignite qu'on a vu tout à l'heure macroscopiquement. On a vu la lignite, c'est un aspect qui est carrément infiltrant, il n'y a pas un aspect bourgeonnant. Et sur le plan histologique, il est formé de cellules isolées qui, dans certains, rappellent un aspect en bague à chaton. Bague à chaton, comme cette cellule, vous avez une cellule avec une vacuole qui déjette le noyau en périphérie. Ce noyau a un aspect encoché. Donc, cet ensemble donne l'aspect des cellules en bague à chaton. C'est une tumeur qui est très agressive. Maintenant, pour les formes qui sont totalement indifférenciées, qui sont anaplasiques, ces formes, on ne retrouve pas des signes de mucosécrétion, on ne retrouve pas des structures glandulaires. Donc, on est obligé de chercher les signes de différenciation glandulaire, soit par des colorations spéciales, en utilisant par exemple mucicarmine ou le PAS ou le bleu addition. Donc, on va rechercher la mucosécrétion pour prouver que cette tumeur indifférenciée correspond à un adénocarcinome. Ou bien, on peut utiliser aussi une étude immunohistochimique en utilisant des marqueurs des tumeurs épithéliales qui est la cytokératine. Donc, la cytokératine est positive dans ces tumeurs glandulaires indifférenciées. On va passer maintenant aux tumeurs des parenchymes exocrines. C'est des tumeurs qui sont développées dans des organes pleins, comme par exemple les glandes annexes du tube digestif, tout ce qui est foie par exemple et pancréas. Elle se développe aussi au niveau des glandes salivaires, au niveau de la glande mammaire et les glandes sudorales, et même au niveau de l'ovaire, de la prostate, du rein. Donc, il y a plusieurs organes qui sont le siège de ces adénocarcinomes. Il faudra noter que le foie et le pancréas, même les ovaires, sont également le siège de tumeurs qui se développent aux dépens de leur contingent glandulaire endocrine. Donc, si vous prenez par exemple le pancréas, vous avez le pancréas endocrine et le pancréas exocrine. Le pancréas exocrine est composé de structures canalaires et des acinies. Donc, c'est ce contingent qui sera à l'origine des adénocarcinomes des parenchymes exocrines. Maintenant, nous avons un autre contingent endocrine dans le pancréas qui correspond aux îlots de Langerhans, qui va être à l'origine de tumeurs endocrines. Pour les aspects macroscopiques et microscopiques, donc là aussi, la tumeur bénigne, on a dit dans l'introduction, donc les tumeurs bénignes sont appelées adénomes. Donc les adénomes dans les organes exocrines sont composés sont habituellement se présentent sous forme d'un nodule. Comme vous voyez ici, c'est un nodule qui est entouré d'une capsule il est bien délimité du reste du parenchyme adjacent. Donc, ce nodule est généralement homogène. Il est de même consistance que le tissu normal voisin qu'il repousse et déforme. Et sur le plan histologique, l'adénome des organes exocrines est composé de structures de cellules qui ressemblent très bien aux cellules qui sont à l'origine de ces adénomes. Donc, bien sûr, il n'y a pas d'atypie cytonucléaire. Donc, on est en train de parler des tumeurs bénignes. On prend un type de description qui est l'adénofibrome de la glande mammaire. Donc, c'est une prolifération adénomateuse, mais qui est associée à un développement du tissu conjonctif. C'est
C'est pourquoi? Parce que ils sont en fait refoulés par cette hyperplasie de la composante conjonctive de cette tumeur, donc au niveau tissu conjonctif. L'adénofibrome est une et macroscopique des tumeurs malignes et parenchyme exocrine. Nous avons ces tumeurs ont une forme qui est irrégulière, contrairement aux tumeurs bénignes. Donc, ces tumeurs envoient des prolongements dans le tissu sain, c'est ce qui donne soit un aspect polycyclique, comme on le voit ici à leur de voisinage, soit sous forme polycyclique ou carré étoilé. Là, c'est un parenchyme hépatique. Ce que vous voyez ici, c'est un cholangiocarcinome qui se développe. C'est une tumeur glandulaire maligne qui se développe au dépôt des canaux biliaires. Je pense que cette tumeur est généralement ferme, mais si la nécrose est importante, on va avoir une consistance qui est plutôt friable du fait de la présence de la nécrose. Sur le plan macroscopique, on décrit aussi des formes particulières. La première forme, c'est skyré. C'est une forme particulière par sa dureté. Vous voyez cette rétraction ici, ça se trouve pas pour les cystadénocarcinomes, ces tumeurs malignes, on les voit principalement au niveau des ovaires. Là, vous avez un utérus et là, vous avez un ovaire qui est le siège d'une prolifération maligne à type de cystadénocarcinome. Donc, vous voyez un aspect kystique ici. Et bien sûr, au niveau de l'ovaire, on va avoir aussi des zones végétantes associées à ces aspects kystiques. Donc, c'est les deux aspects macroscopiques qu'on peut aussi retrouver dans les adénocarcinomes des parenchymes exocrines. Sur le plan microscopique, nous avons des signes francs de la malignité avec atypie cytonucléaire prononcée. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est des atypies. Là, vous avez la nécrose. Là, vous avez une cellule monstrueuse avec une mitose atypique. Et tout ça, c'est des signes francs de la malignité. Le type de description des tumeurs adénocarcinomes des parenchymes exocrines et l'adénocarcinome mammaire. Donc, sur le plan macroscopique, il se présente sous forme d'un nodule tumoral d'aspect stellaire. Donc, vous voyez ces prolongements un peu étirés au niveau du parenchyme avoisinant. C'est ce qui donne l'aspect stellaire. Et vous voyez très bien cette rétraction du mamelon. Donc là, c'est la glande mammaire, vous avez la peau, et ici, vous avez le mamelon qui est rétracté. Il est étiré par cette prolifération tumorale qui est très proche du mamelon. C'est ce qui a fait cette rétraction du mamelon au regard de la tumeur. Et sur le plan microscopique, vous avez une prolifération qui est faite de structures canalaires avec une différenciation qui est variable. Donc, vous avez fait dans votre cours comment classer les tumeurs. Chaque tumeur a un système de classification généralement qui est basé sur les atypies cytonucléaires, l'abondance des structures glandulaires, etc. Donc, il y a certaines tumeurs qui ont un système particulier pour les classer. Dans le sein, le rôle du pathologiste, justement, consiste à évaluer d'abord le grade histopronostique,
qui est basé par le gradient de Scraft, Bloom et Richardson, c'est le SBR, qui prend en compte d'abord le degré de différenciation glandulaire. Donc, plus vous avez des glandes, plus la tumeur est bien différenciée. Aussi l'importance des anomalies cytonucléaires, plus vous avez des atypies, des monstruosités et tout, donc la tumeur est moins différenciée de haut grade et aussi de nombre de mitoses. Donc là, vous avez la présence de multiples images de mitoses atypiques. Donc, le pathologiste intervient aussi en évaluant le stade d'extension, la PTNM, qui prend en compte la taille de la tumeur, la présence ou non de ganglions métastatiques, c'est le N, et la présence ou non de métastases, c'est le M. Donc, PTNM, vous avez fait déjà dans votre cours sur la cancérologie générale. Les tumeurs des parenchymes endocrines, donc ces tumeurs se développent dans les glandes endocrines qui sont individualisées. C'est-à-dire que ces glandes endocrines forment carrément des organes. C'est l'exemple de l'hypophyse, de la thyroïde, de la parathyroïde et des surrénales. Donc, comme on a vu tout à l'heure pour les parenchymes exocrines, nous avons des tumeurs bénignes dans les parenchymes endocrines qu'on appelle adénomes et des tumeurs malignes qu'on appelle adénocarcinomes. Donc, il faut savoir que les caractéristiques macroscopiques et microscopiques sont pratiquement les mêmes concernant les glandes exocrines. Quelle est la particularité de ces tumeurs qui se développent à partir des glandes endocrines? C'est leur capacité à produire des hormones. Donc, par exemple, un adénome, vous avez un adénome au niveau de la thyroïde qui sécrète les hormones thyroïdiennes. Il sera responsable d'une hyperthyroïdie. Généralement, on les appelle adénomes thyroïdiens hyperfonctionnels ou un nodule chaud. Vous avez un autre exemple au niveau de la parathyroïde. Si vous avez un adénome de la parathyroïde qui va sécréter la parathormone qui sera responsable d'une hypercalcémie. Mais il faut savoir que certains adénomes ne sont pas fonctionnels, ils sont dits non fonctionnels. Là aussi, dans la thyroïde, on peut avoir des adénomes thyroïdiens qui ne sécrètent pas ou peu les hormones thyroïdiens. Et dans ce cas, contrairement à tout à l'heure, on va les appeler des nodules froids. Donc, c'est des nodules qui ne fixent pas d'iode à la scintigraphie. Pour l'aspect macroscopique et microscopique de ces tumeurs, donc on a vu que c'est le même aspect macro et micro que pour les tumeurs des organes exocrines. Donc, les tumeurs bénignes sont les plus fréquentes. Donc, on a pris par exemple un adénome de la thyroïde. Donc, vous voyez, comme tout à l'heure, il est bien entouré par une capsule. Vous voyez très bien qu'elle est épaisse. Donc, et ça le délimite du reste du parenchyme thyroïdien qui est le plus souvent refoulé. Parfois, on peut même, si on prend la parathyroïde, on va retrouver un petit croissant de parenchyme parathyroïdien qui persiste, donc sans destruction. Donc, c'est ça la caractéristique des tumeurs bénignes. Sur le plan histologique, la tumeur est bien différenciée. Donc, vous voyez cet adénome microscopiquement, il correspond à cet aspect. Donc là, c'est le parenchyme thyroïdien normal qui est composé de vésicules thyroïdiennes et à l'intérieur, cette substance correspond à la colloïde. Et là, vous avez l'adénome qui reproduit pratiquement la structure normale de la thyroïde. Parce que vous avez, comme ici, des vésicules thyroïdiennes qui sont aussi qui sécrètent aussi, qui produisent la colloïde. Donc, vous voyez très bien que l'aspect ressemble très bien à un parenchyme thyroïdien normal. Donc, il n'y a pas de signes d'invasion, il n'y a pas une destruction de ce parenchyme avoisinant. Pour les tumeurs malignes, on va prendre aussi la glande thyroïde comme exemple, qui est le siège de l'adénocarcinome le plus fréquent des glandes endocrines, qui est le carcinome papillaire. Donc, macroscopiquement, le carcinome papillaire se présente sous forme de plusieurs nodules. Donc, tout ça, c'est la tumeur maligne de la thyroïde qui correspond au carcinome papillaire. Donc, sur le plan microscopique,
le carcinome papillaire, le diagnostic du carcinome papillaire repose sur des caractéristiques nucléaires. Donc, ces caractéristiques nucléaires qui permettent de poser, c'est des caractéristiques pathognomoniques qui permettent de poser le diagnostic de ce carcinome. À savoir, vous avez la clarification des noyaux qui sont d'aspect en vert dépoli. Donc, vous voyez très bien cet aspect très clair des noyaux en vert dépoli. Vous avez aussi l'empilement. L'empilement, c'est des noyaux qui se chevauchent un sur l'autre, comme ici. Donc, ça aussi, c'est une caractéristique. Vous avez aussi les incisions nucléaires qui donnent un aspect en grain de café. Et vous avez aussi les pseudo-inclusions nucléaires. Donc, le carcinome papillaire de la thyroïde, son diagnostic repose sur les caractéristiques nucléaires. On va passer maintenant aux tumeurs neuroendocrines. Donc, on a vu parenchyme exocrine, on a vu d'abord les organes creux. Ensuite, on est passé aux organes exocrines. Ensuite, on a vu les organes endocrines. Et maintenant, c'est les tumeurs qui se développent au niveau des cellules neuroendocrines. Donc, ces tumeurs se développent à partir des cellules neuroendocrines qui appartiennent au système endocrinien diffus. Donc, ce système, on le retrouve essentiellement au niveau du tube digestif, au niveau des bronches, on le trouve aussi au niveau du pancréas et beaucoup plus rarement dans d'autres localisations, comme par exemple le thymus, la thyroïde. Pratiquement tous les organes comportent ces cellules neuroendocrines qui sont dispersées. Donc, on va les mettre, on va mieux les individualiser par études immunohistochimiques. Comme ici, vous avez une muqueuse digestive qui, grâce à la chromographie, qui va marquer ces cellules neuroendocrines. Donc, vous voyez très bien qu'elle a marqué ces cellules neuroendocrines. Donc, ces cellules ne vont pas former un organe, comme on a vu pour les autres tumeurs. Donc, si vous prenez le tube digestif, c'est un organe. Si vous prenez le foie, c'est un organe. Mais les tumeurs neuroendocrines ne forment pas un organe. Elles sont dispersées comme ça dans plusieurs tissus de l'organisme. On va les mettre en évidence par l'étude immunohistochimique. Là aussi, on les voit très bien au niveau du muqueuse colique grâce à la chromographie. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un amas de cellules neuroendocrines donc, qui sont hyperplasiques. Donc, ces cellules partagent en plus de leur disposition particulière dans les organes, donc c'est des cellules isolées ou en petits nids, donc elles ne forment, je vous ai dit qu'elles ne forment pas un organe spécifique, et en plus, elles ont des caractéristiques fonctionnelles communes, telles que la sécrétion d'hormones peptidiques par l'intermédiaire de grains sécrétoires cytoplasmiques, donc elles sécrètent des hormones, et en plus, elles expriment des protéines communes avec le système nerveux. C'est la synaptophysine et NCAM. Donc, c'est le fait qu'elles expriment ces protéines qui sont communes avec le système nerveux qui est à l'origine de leur dénomination neuroendocrine. Et de ce fait, les tumeurs qui naissent à partir de ces cellules sont appelées aussi des tumeurs neuroendocrines. Donc, quand on dit tumeur endocrine, juste endocrine, donc elle prend naissance à partir d'un organe endocrine, comme par exemple la surrénale ou l'hypophyse, là, c'est des tumeurs endocrines. Mais quand la tumeur prend naissance à partir de ces cellules dispersées dans tous les tissus, on va l'appeler tumeur neuroendocrine. Donc, actuellement, on considère qu'il n'existe pas de tumeur non endocrine véritablement bénigne. Donc, quand vous dites tumeur neuroendocrine, donc il y a un certain potentiel de malignité, contrairement aux tumeurs des parenchymes endocrines. On a vu tout à l'heure dans les tumeurs endocrines, vous avez des tumeurs bénignes qu'on appelle adénomes, des tumeurs malignes, adénocarcinomes. Dans le système neuroendocrine, il n'y a pas cette dénomination adénome et adénocarcinome. Donc, toute tumeur de type neuroendocrine a un potentiel d'agressivité qu'on va évaluer. Donc, ce potentiel de malignité varie de façon très importante selon le degré de différenciation de la tumeur. Donc, c'est pour ça qu'on distingue les tumeurs neuroendocrines bien différenciées et les tumeurs neuroendocrines peu différenciées. Et cette distinction est très importante parce qu'elle revêt un grand
une grande importance pour l'évaluation du pronostic de ces tumeurs. Donc, actuellement, on utilise une classification de ces tumeurs neuroendocrines selon la classification de l'Organisation mondiale de la santé. La dernière a été publiée en 2019 pour le tube digestif. Donc, ces tumeurs sont divisées en 4 groupes. Vous avez les tumeurs neuroendocrines de grade 1, les tumeurs neuroendocrines de grade 2 et les tumeurs neuroendocrines de grade 3. Ensuite, vous avez les carcinomes neuroendocrines. Et bien sûr, il y a un autre type, c'est des tumeurs mixtes, c'est-à-dire qui associent un contingent neuroendocrine et un contingent non neuroendocrine, qu'on appelle MINEN. Et ce qui est important pour vous, c'est ces trois types de tumeurs. Donc, le grade 1, le grade 2 et le grade 3 sont toutes des tumeurs qui sont bien différentes. C'est l'indice de prolifération et l'index mitotique. Indice de prolifération, c'est l'indice mitotique, c'est le nombre de mitoses. L'indice de prolifération, c'est le KI67 évalué par immunohistochimie, qui va différencier entre ces trois types de tumeurs. Donc, les tumeurs non endocrines bien différenciées sont les plus fréquentes et on les retrouve surtout dans le tube digestif et le pancréas. Donc, elles sont parfois appelées tumeurs carcinoïdes, mais il faut savoir que cette appellation n'est pas admise dans tous les organes et actuellement, elle est uniquement utilisée dans l'appareil bronchopulmonaire. Les carcinoïdes existent uniquement au niveau du poumon. Donc, en dehors du poumon, on n'utilise plus le terme de tumeur carcinoïde. Sur le plan macroscopique, ces tumeurs se présentent comme une masse unique, elle peut être multiple aussi, bien limitée, de coloration souvent jaune ou beige, qui peut former parfois des polypes dans les organes creux. Donc là, vous avez un appendice. Dans l'appendice, généralement, c'est des découvertes fortuites. C'est des patients qui sont opérés pour une appendicite aiguë. Et quand on fait l'analyse anatomopathologique, quand on prélève cet appendice, on tombe sur une tumeur neuroendocrine. Là, c'est une tumeur neuroendocrine qui occupe le fond. Vous voyez très bien qu'elle se présente comme un foyer nodulaire, un peu beige ou jaunâtre, et qui est cantonnée à cette paroi, donc il n'y a pas une extension vers la graisse. Là, vous avez dans un poumon, là, c'est un parenchyme pulmonaire, et ici, vous avez une tumeur carcinoïde. Vous voyez cet aspect beige avec ces remaniements hémorragiques. Donc, les tumeurs carcinoïdes au niveau du poumon et les autres tumeurs non endocrines seront très vascularisées. C'est ce qui donne très souvent, surtout lorsqu'elles sont volumineuses, dans cet aspect hémorragique. Donc, elles saignent très facilement. Sur le plan microscopique, la tumeur est constituée d'îlots ou de travées cellulaires qui sont séparés les uns des autres par un riche vaisseau capillaire. Donc, vous voyez ces îlots de cellules qui sont assez monomorphes et qui sont séparés par ce stroma fibrovasculaire grêle. Donc, c'est des tumeurs, je vous ai dit tout à l'heure, qu'elles sont richement vascularisées. Donc, ces tumeurs aussi peuvent sécréter des hormones, par exemple l'insuline ou la gastrine, donc, qui peut être responsable d'un syndrome endocrinien clinique qui est caractéristique à chaque type de sécrétion. Donc, pour le pronostic, les tumeurs non endocrines bien différenciées de grade 1 et de grade 2, on a vu dans la classification, il y a 3 grades, le grade 1, grade 2 et grade 3. Donc, le 1 et le 2 ont une évolution lente qui est longtemps locale. Même si vous avez, et le risque d'extension ganglionnaire lymphatique et les métastases, ce risque augmente avec généralement la taille. Plus la tumeur est volumineuse, plus le risque d'extension vers les ganglions et vers les viscères devient important et aussi dépend aussi de l'activité mitotique. D'ailleurs, on a vu que dans le système de classification, on prend en compte aussi le nombre de mitoses et le KI67. Mais il faut savoir que même si vous êtes devant des métastases viscérales, généralement c'est au niveau du foie, l'extension se fait vers le foie, la survie reste prolongée et
C'est ce qui est caractéristique à une tumeur non endocrine bien différenciée de grade 1 et grade 2. Pour le grade 3, il a un pronostic moins meilleur par rapport au grade 1 et grade 2, mais il est meilleur par rapport aux carcinomes neuroendocrines. Alors, les carcinomes neuroendocrines ont une agressivité qui est très importante par rapport aux tumeurs neuroendocrines bien différenciées. D'ailleurs, ces tumeurs présentent une morphologie qui est peu différenciée. On arrive à voir la morphologie neuroendocrine, mais pas comme les tumeurs bien différenciées. La nécrose est étendue. Et sur le plan immunohistochimique, ces tumeurs, comme pour les tumeurs neuroendocrines bien différenciées, expriment les marqueurs neuroendocrines, donc chromos, synaptose CD56. Dans les carcinomes neuroendocrines, on distingue deux types, le carcinome neuroendocrine à grandes cellules et le carcinome à petites cellules. Donc, en fait, c'est la taille qui diffère entre ces deux types. Si vous avez des tumeurs de grande taille avec un rapport nucléocytoplasmique qui n'est pas très élevé, là, vous êtes devant un carcinome neuroendocrine à grandes cellules. Si, au contraire, vous avez une prolifération faite de petites cellules qui ont un rapport nucléocytoplasmique très élevé, là, on est devant un carcinome à petites cellules. Il faut savoir que ces carcinomes ont un pronostic très mauvais. La survie est réduite par rapport aux tumeurs non endocrines. En fait, c'est des tumeurs qui sont très agressives. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Je vous remercie.